Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, elle palpite les amours adolescentes, prises entre terreur et grand emballement, entre peur de déplaire et papillon dans le ventre. Elle palpite dans le palpitant. Ce qui m'attend dans le noir, c'est le nouveau roman de Delphine Bertholon paru chez Albin Michel. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'anti-sèche des Maguessel ou comment l'actualité résonne dans les programmes, actualité, anniversaire et programme d'histoire. C'est en effet un 12 avril que Yuri Gagarin a marqué l'histoire en devenant le premier homme à effectuer un vol dans l'espace. L'heure de la récré, toujours avec Emma, des bus qui roulent au jus d'orange. Je n'y croyais pas. Eh bien, elle nous en a trouvé. Ça se passe en Espagne. Elle va tout vous raconter. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Marie-Olivier pour un cours particulier sur le philosophe américain John Dewey, grand penseur de la pédagogie. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti. Grand Oral. J'ai lu, et j'espère ne pas me tromper, que les fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes étaient un des livres de chevet de notre invité du jour. Alors je dis chevet au sens figuré, puisqu'elle lit, et je lis aussi dans les cafés, mais enfin, on va dire que c'est pareil. En tout cas, c'est bien autour du sentiment amoureux qu'elle a construit un roman en forme de kaléidoscope. Il vient de sortir chez Albin Michel. Il s'adresse aux jeunes à partir de 12-13 ans, sans limite d'âge supérieur, je dois le dire. Son titre, Ce qui m'attend dans le noir. Delphine Bertholon, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. On va essayer de raconter sans dévoiler, parce qu'il y a du suspense dans votre roman, donc ce ne serait pas un service à rendre au lecteur. On va commencer par la narratrice, Ali, 16 ans, bientôt 17, si vous deviez la présenter en quelques mots. C'est une jeune fille bien de son temps, bien dans ses baskets, qui a beaucoup d'amis, dont une meilleure amie qui s'appelle Cassandra, qui est un peu son opposée, qui est très pétillante, alors qu'Ali est plus intérieure. Et puis, voilà, elle a comme particularité d'être fille unique, ce qu'elle aime et n'aime pas à la fois, mais c'est sans doute ce qui lui donne une certaine maturité, peut-être, comme peuvent l'être ces enfants qui grandissent beaucoup avec les adultes. Vous en avez fait une jeune fille qui est à la fois, parce que bon, tout ce roman, aujourd'hui commencer par là, mais ça raconte l'adolescence, oui, et ça raconte les émois d'adolescence, et vous avez choisi d'en faire une jeune fille qui est à la fois sûre d'elle-même et traversée par les doutes. Oui. Et autant l'un que l'autre, quoi. Je crois un peu comme nous tous, hein, ouais. N'importe quel âge. Et puis, non, je ne vois pas de quoi vous parlez. Non, du tout. Hein. Vous comprenez? Non, jamais, ça nous arrive jamais. Pas du tout. Et c'est vrai que cet âge de l'adolescence est particulièrement flagrant dans ce sens-là. C'est un moment de complète métamorphose et en même temps où tout est possible. Donc c'est un âge que j'aime beaucoup. Et elle est à la fois, elle est chouette, elle est jolie, vous la décrivez, en même temps elle n'est pas parfaite, elle est... voilà. Non, c'est vraiment, c'est une adolescente. C'est la girl next door, en fait. Exactement, c'est la girl next door, parfait. Cassandra, donc la copine d'Élurée, et ce qui attend dans le noir, c'est le titre du roman, ce qui attend dans le noir, Alice, c'est plein de choses. Et d'abord, c'est les peurs irrationnelles de l'enfance. Oui. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, traiter. C'est quelque chose où je suis encore moi-même parfois sensible. Je fais beaucoup de cauchemars, par exemple. Vous entendez des petites souris chez vous, ces trucs-là? Et il y a une histoire de petites souris dans Ce qui m'attend dans le noir, et c'est vraiment arrivé. Ouais. C'est pas vrai. Ouais, parce que moi, j'ai un appartement c'est en partie ce qui m'a inspiré le livre. J'ai un appartement comme ça qui est sous les toits, sous les combles, avec des recoins partout. Et j'ai eu une petite souris une année, qui m'avait bien rendue folle. Donc, vous avez fait comment, le chat? Non, j'ai fait comme Ali, j'ai attendu en fait. Elle a fini par partir. Ouais, sauf qu'elle a fini par partir, mais que vous continuez à l'entendre, alors si j'ai bien compris. De temps en temps. Donc oui, les peurs d'enfance, plus ou moins rationnelles, j'aime beaucoup ça. Et puis j'aime beaucoup les films d'horreur qui font partie aussi de mes inspirations pour écrire et de ma culture. Ouais. Alors là, il y a toute une façon effectivement de créer une ambiance assez horrifique dans le bouquin. Il y a la peur, il y a aussi l'attrait de la première fois. Oui, c'est c'est une grande chose quand même à l'adolescence. Les premières fois au sens large, et puis la première fois qu'on fait l'amour, et il faut, si possible, bien choisir la personne et pour que ça reste un beau moment, parce que ça marque une existence même de personne, virginité. Donc elle est dans ces questions-là. Est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle n'est pas prête? Avec qui et comment? Voilà, elle est dans toutes ces questions qui traversent l'adolescence. Donc on a les peurs de l'enfance, on a les peurs de la première fois, la peur de ne pas plaire, alors, dont on a parlé, j'allais presque dire évidemment, mais enfin, au fond c'est pas si évident que ça, mais elle est quand même très habitée par ça. Oui. Comme moi, sans doute. Et puis il y a le moment où elle devrait, et là c'est là où c'est bien compliqué de ne pas raconter, mais il y a un moment où elle devrait avoir super peur, et là elle gère. Oui, elle fait preuve d'un très grand sang-froid, mais
pour moi, c'est lié à sa personnalité. C'est-à-dire, c'est lié à cette maturité qu'elle a d'enfant unique. Et puis surtout, c'est une très, très grande fan d'émissions criminelles. Et ça lui donne des réflexes. Ça lui donne notamment le réflexe de négocier avec l'agresseur. Et voilà. Et par le langage, finalement, elle réussit à retourner la situation. Elle négocie et elle se dédouble. Oui. Elle s'imagine dans la peau d'un autre personnage, en fait, et elle imagine l'autre dans la peau d'un autre. Oui, une espèce d'effet de dissociation. Ouais, une espèce de dissociation, et elle, de projeter quelqu'un de pas dangereux sur cet agresseur, ça lui permet aussi d'en avoir moins peur. Bien. Mais je pense que dans ce type de situation de risque immédiat, on a ces réactions, un petit peu à la fois de dédoublement. Ouais, il y a une espèce de réflexe de survie, et pour moi, c'est vraiment ce qu'elle met en place. Okay. Deux fois, vous avez dit un peu comme moi en parlant d'Ali. En fait, c'est totalement comme vous, Ali. Totalement. Non, je peux vous appeler Ali jusqu'à la fin de l'émission. Déjà, je n'ai jamais eu cette chevelure fantastique, mais même plus jeune. C'est assez spectaculaire, la chevelure d'Ali. Voilà. Mais sinon, oui, j'ai plein de points communs avec elle, évidemment. L'enfance lyonnaise. Une enfance lyonnaise, tout à fait. Enfance et jeunesse, d'ailleurs. Oui, vous y avez fait même vos études, d'ailleurs. Oui, j'ai fait toutes mes études. Voilà. Jusqu'à vouloir devenir enseignante et puis renoncer. Oui, j'ai renoncé un petit peu au dernier moment, avant de passer le CAPES, sur un coup de tête. Voilà, aux grandes dames de mes parents, et du mien, quelques années après, en me disant quand même j'ai été très aventureuse. Quand vous avez vu le montant des droits d'auteur des premiers livres. Oui, voilà, exactement. Finalement, prof, c'était pas mal. C'était pas si mal. Au lycée, les jours se suivent et se ressemblent. Je suis en première et ça roule, comme disent mes parents. Bon élève, sans être l'intello de service, je suis juste assez populaire pour avoir des amis, sans non plus me mettre la rate au courbouillon à devoir alimenter un Insta de folie avec 2000 followers comme Cassandre. Je suis tranquille, quoi. Enfin, j'étais tranquille. Tadam. Ainsi se présente Ali dans Ce qui m'attend dans le noir, le nouveau roman de Delphine Berthelot. On vous retrouve juste après l'Anti-Sèche. Merci. Emma Guessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Une Anti-Sèche avec vous et un 12 avril, c'est un anniversaire, c'était en 61. Youri Gagarin marquait l'histoire en devenant le premier homme à effectuer un vol dans l'espace et c'est un incontournable des programmes d'histoire, on l'a tous appris. Absolument, et au-delà de cet exploit, ce premier vol s'effectue dans un contexte de guerre froide que l'on étudie bien sûr en cours d'histoire, on y reviendra. Mais avant cela, l'exploit tout de même. Il faut s'imaginer 60 ans en arrière, quand l'espace n'était pas accessible, quand on n'imaginait pas encore de vol touristique comme aujourd'hui. À cette époque, l'Union soviétique est déjà le premier pays à envoyer un satellite dans l'espace, le célèbre Spoutnik. Désormais, ils veulent frapper un grand coup et le mythe Gagarine naît donc le 12 avril 1961. Entre les deux, ils avaient envoyé une petite chienne, Laïka. Ouais, qui n'était pas franchement revenue, mais on a fait croire qu'elle était revenue. Exactement. Pour ne pas faire peur aux enfants. Voilà. Gagarine qui s'envole donc dans l'espace pour un vol qui dure au total 108 minutes, dont 89 en orbite terrestre. Absolument. Et quelques mois auparavant, Gagarine donc, est sélectionné selon plusieurs critères. Alors, ceux qu'on imagine facilement, il fallait être en bonne santé, en bonnes conditions physiques. Mais il y en a d'autres moins communs. Par exemple, contrairement aux Américains qui sélectionnaient les pilotes d'essai confirmés, les Soviétiques, eux, prennent des pilotes jeunes, une trentaine d'années. Et Gagarine, il avait 27 ans quand il a effectué ce premier vol. Autre critère, la taille. La capsule était exactement la capsule. On pouvait accueillir un homme allant jusqu'à 1m75 et Gagarine mesurait 1m58. Et enfin, un caractère posé, modeste, une intelligence vive et une concentration extrême font de lui le candidat parfait. Sans oublier que pour l'image du pays, Gagarine représente le parfait soviétique. Il vient d'une famille modeste. Il incarne donc l'idéal de l'égalité soviétique. Sa mission est une réussite et il devient un mythe dans tout le pays et au-delà d'ailleurs. Au-delà, ça va être très utilisé par les soviétiques. Tout à fait. Un mythe dont l'URSS n'hésite pas à se servir pour afficher son modèle, sa gloire. Regardez par exemple ce que titre la Leningradskaya Pravda le 14 avril, le triomphe de l'ère socialiste. Mais il y a également des affiches. Regardez celle-ci sur laquelle il est écrit « Sois fier, homme soviétique, tu as ouvert à la terre le chemin des étoiles ». Ou encore une autre représentant Gagarine tenant l'emblème de la gloire. Absolument. Ouais. La faucille, le marteau, gloire au peuple soviétique, gloire aux pionniers du cosmos. Des affiches à destination notamment de ceux qui se trouvent de l'autre côté du rideau de fer, le bloc de l'Ouest. Car vous l'avez rappelé, mais on peut insister dessus, on est donc en pleine guerre froide. Exactement. Et ce premier vol réussi dans l'espace, c'est une aubaine pour l'URSS pour montrer sa force, son avance et sa domination sur les États-Unis dans le domaine spatial. Et la nouvelle de cette réussite fait grand bruit. On en parle bien sûr dans les journaux en France, mais partout. Aux États-Unis, on en parle aussi et les autorités
décide de redoubler d'efforts et le 25 mai 1961, le président Kennedy annonce dans un discours historique que les États-Unis, eux aussi, enverront un homme, mais cette fois sur la Lune, avant la fin de la décennie. Ce qu'ils feront en juillet 1969, et c'est vraiment cette période qu'on appelle la course à l'espace. Mais oui, chaque bloc essayait de montrer son avance technologique et scientifique, et donc ils tiennent effectivement parole avec le programme Apollo. 2 Américains parviennent à fouler le sol lunaire le 21 juillet 69. C'est le seul voyage effectué à ce jour, mais très bientôt il y en aura un nouveau. Il y en a en préparation. Puisque l'année prochaine, 4 astronautes vont partir sur la Lune. C'est la mission Artemis 2. 3 Américains, dont une femme, et un Canadien. Décollage prévu en novembre 2024. Formidable. Ouais. Merci beaucoup, Emma. Merci à vous. On se retrouve pour la récré. Avec grand plaisir. Grand oral, Delphine Bertolon. Et moi, comme les émois amoureux, et moi, en 2 mots. Dans son nouveau roman pour les ados, Delphine Bertolon explore les questions universelles du sentiment, de l'image de soi, de la peur d'aimer comme de celle de ne pas être aimée. Elle est l'invitée du Grand Oral et je le montre. Enfin, du moins la couverture, ce qui m'attend dans le noir, c'est chez Albin Michel. On a parlé des personnages féminins, il y a des personnages masculins. Le personnage masculin principal, c'est Mathieu, alias Shark, qui lui aussi est un ado qui se cherche. Oui. Alors oui, c'est vraiment un ado mal dans sa peau et qui recherche de l'attention. On sent qu'il a beaucoup souffert, qu'il a été harcelé notamment parce que son frère est allé en prison et donc avec une maman seule qui trime, donc il s'est construit un peu dans des sortes de fantasmes aussi. Et malheureusement, Ali fait partie de ce fantasme-là. Ouais, il va cristalliser, on va en parler juste après. Rapport à ce grand frère et avec une maman qui gère pas le truc super bien, puisqu'en fait, il n'y en a que pour ce grand frère qui est en prison, et quand le grand frère rentre de prison, il n'y en a que pour lui, et c'est là où s'invente cette identité. Vous le surnommez requin, Shark. Au début, moi, je pensais James Bond, Shark, les dents... mais vous, pas du tout. Vous aviez lu un livre sur les requins de Claire Nouvian, c'est ça? Vous lui rendez hommage? Dans ce sens-là, Shark, il me ressemble aussi, parce que moi, je suis totalement fascinée par la faune sous-marine et j'adore les requins. Oui, vous avez fait peur maintenant. Seulement de ce point de vue-là. Mais non, parce qu'il n'est pas cool, Shark, si je puis me permettre. Il n'est pas cool. Il n'est pas cool. En revanche, j'ai quand même eu à cœur d'en faire un personnage qui ne soit pas fondamentalement noir non plus. C'est pas un monstre. C'est pas un monstre. Vous n'avez pas voulu en faire un monstre? Non, mais moi je crois pas trop à la notion de monstre. De toute façon, je crois aux gens qui sont capables de faire des choses monstrueuses. Et c'est vrai que c'était important pour moi qu'on ait des clés pour le comprendre. Évidemment, pas du tout pour l'excuser, son comportement est impardonnable, mais qu'on ait des clés pour le comprendre quand même, et que ça reste aussi un jeune homme qui est avec ses problèmes. Vous avez prononcé le mot de harcèlement, il en a été victime, il le pratique. Alors j'allais dire, pour une fois, dans les romans du moment, mais continuez à écrire des romans, on se harcèle sur des réseaux sociaux, ça permet d'en parler, c'est très ennuyeux. Mais là, finalement, c'est le rencontre entre le harcèlement et Stephen King, quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est dans vos influences. Oui. Oui, bon, ben voilà. Puisqu'il va harceler, j'allais dire, entre guillemets, en vrai, physiquement. Oui, oui, c'était plus... C'est plus fort. Pour moi, c'était plus intéressant, qu'on ait vraiment une réelle intrusion, pas uniquement via les réseaux sociaux, mais très très concrètement dans la maison. Et avec lui, on croise un autre aspect très archétypique de l'adolescence, qui est la peur de ne pas être vu, et derrière ça, la peur de ne pas être aimé. Mais il a l'impression d'être complètement transparent, ce garçon. Oui. Ce qui n'arrange rien. Non, c'est sans doute ce qui motive ce passage à l'acte complètement délirant. C'est cette sensation d'être invisible. Et comme il a déjà le sentiment d'être invisible auprès de sa mère, puisqu'elle privilégie tellement ce grand frère, que là, il a besoin qu'on le voit. Il a besoin d'exister et il trouve une manière dramatique d'exister. Delphine, comment vous faites quand vous devez réinventer les sensations, les sentiments de personnages qui sont des adolescents? Vous êtes extrêmement jeune, vous n'êtes plus tout à fait adolescente. Ce sont des sentiments dont vous pensez qu'ils sont universels et que finalement on peut puiser dans sa vie d'écrivain adulte pour aller les rechercher, ou quand même vous avez un rapport particulier avec votre propre adolescence? J'ai un rapport particulier avec ma propre adolescence. C'est sûr que presque tous mes livres ont des personnages d'enfants, d'adolescents ou de très jeunes adultes. C'est vrai que c'est une période qui m'intéresse beaucoup. Et c'est vrai que pour le meilleur ou pour le pire, je crois que j'ai pas beaucoup grandi et que je suis toujours un peu une adolescente. Et de fait, c'est très facile, en tout cas pour moi, d'aller
chercher dans ces souvenirs-là, de retrouver ces émotions typiquement de l'adolescence. Et c'est vrai que j'aime beaucoup écrire à la première personne, aussi pour ça, parce que je travaille presque comme une actrice qui incarnerait un rôle, c'est-à-dire je me mets dans leur basket et j'avance avec le personnage en me disant à sa place, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que je ressentirais, voilà, et comment je réagirais. Et c'est en travaillant de cette manière-là, dans une espèce d'incarnation. Donc je suis un peu folle quand je suis en train d'écrire, parce que je suis plusieurs personnages à la fois, comme beaucoup d'auteurs. Hein, et ça m'aide. J'adore interviewer des films. Je suis un requin, je suis un peu folle. Non, mais cool. Franchement, on est très heureux de vous accueillir. Vous ne m'inviterez plus jamais, vous êtes terrifié maintenant. Ah non, vous plaisantez. Juste un tout petit mot, j'ai cité Barthes, Fragment du discours amoureux. Vous y avez repensé en l'écrivant ou pas? Parce que apparemment, c'est un livre que vous avez beaucoup touché dans votre jeunesse. C'est un livre dans lequel je pioche régulièrement. Ouais, on prend des petits bous et on se dit... Il y a des... c'est un livre qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune adulte, quand je faisais des études de lettres. Et puis je pioche souvent, comme c'est classé par thématique, ça m'arrive d'aller chercher une entrée particulière et de relire certains passages, certains extraits de texte. Et c'est un livre que j'aime beaucoup. Oui, extrait de texte où on a l'attente du coup de téléphone que j'ai toujours trouvé absolument extraordinaire. Il va appeler, il va pas appeler. Dire ses émotions, c'est se mettre en position de faiblesse, dit Mathieu alias Shark dans Ce qui m'attend dans le noir, Delphine Bertholon, invité du Grand Oral. On se retrouve après la récré. Emma. Emma, rebonjour. Bonjour. Vamos a la playa. Exactement. Vous emmenez en Espagne. Ouais. Ah, j'aurais pu commencer comme ça. Il n'y a pas que des plages en Espagne, il y a de très belles montagnes aussi. Tout à fait. Il y a plein de belles choses. Donc l'Espagne qui est un peu dans le... C'est le seul truc que je sais dire en espagnol, en fait, donc je décale. Oui, voilà. Bah, moi aussi, à peu près. Voilà. Donc l'Espagne qui est un peu dans le turfu, comme disent les jeunes. Dans le turfu, dans le futur, quoi. Ouais, voilà, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça, puisque d'ici 2 ou 3 ans, figurez-vous que certains bus de Séville pourraient rouler grâce à du jus d'orange, Emmanuel. Voilà, c'est là où je me dis, j'ai un requin à ma droite et une alcoolique à ma gauche. C'est hyper sérieux, vous allez voir. Parce qu'en fait, à Séville, tout est normal. À Séville, en fait, il y a 40 000 orangers qui sont là pour décorer, donc c'est très joli, sauf que les oranges de ces orangers sont trop amères. On ne peut pas les manger. Donc, là, c'est comme... et ça aussi, je l'ai écrit quand même. Elles sont trop amères. C'est comme dans la chanson d'Enrico Macias. Que je vais vous chanter immédiatement. Et les oranges amères, et les oranges amères. Je vais le voir ce week-end, je suis à fond. Donc, le maire de Séville s'est donc demandé comment on pouvait éviter de gaspiller ses fruits. Et donc, il s'est dit, tout simplement, on va essayer de faire rouler les bus avec. Mais c'est là où il faut nous expliquer quand même. Alors, en fait, l'idée, c'est de récupérer le jus des oranges et de le mélanger à la boue d'une station d'épuration. Donc, tout cela, ça produit une réaction chimique et donc du méthane. Et on peut faire rouler des bus grâce à du méthane. Et voilà comment on va bientôt pouvoir faire rouler des bus grâce à du jus d'orange. Et vous pouvez même essayer chez vous. Bon, il va falloir vous presser énormément d'oranges parce que, regardez, 500 litres d'oranges pressées créent suffisamment de gaz pour fournir toute l'énergie d'une maison dans laquelle habitent 4 personnes, et ce pendant 5 jours. Ok. À vos oranges, pressées. Ben voilà, la crise énergétique, quelle crise énergétique, elle est totalement résolue. Exactement. Emma, merci beaucoup. Ça va? On va aller boire un petit... Un petit jus d'orange? Ah ouais, un truc. Ok, super. Grand oral, Delphine. Petit jus d'orange sans vodka cette fois. Enfin bon, pardon. Vous nous refaites Enrico Macias? Et les oranges amères, et les oranges amères. Extraordinaire. Il y a eu Ma vie en noir et blanc, c'était chez Rajo en 2016. Il y a eu Celle qui marche la nuit et donc Ce qui m'attend dans le noir. 3e roman jeunesse, je crois, de Delphine Bertholon, qui publie par ailleurs des romans adultes. Il y a eu Twist, il y a eu Grâce, il y en a eu d'autres. Et vous êtes invité du Grand Oral. J'ai cité Barthes et on a cité Barthes il y a quelques minutes. Il y a aussi Stendhal que vous citez. Oui. Dans le livre, autour de la cristallisation. Oui, cette idée de la cristallisation, moi, je l'ai apprise à l'école, comme beaucoup d'autres, et ça m'avait beaucoup marqué, cette notion, parce que je la trouvais extrêmement juste. On peut la rappeler. Oui, c'est cette idée que, finalement, quand on aime quelqu'un, ce qu'on appelle la cristallisation, c'est qu'on le voit pas tel qu'il est, mais comme on aimerait qu'il soit, et absolument parfait et paré de qualités brillantes, comme des diamants, et d'où l'idée de cristallisation. Et là, c'est exactement ce que fait Shark, en réalité. C'est-à-dire qu'Ali ne la voit pas telle qu'elle est, il ne voit pas une jeune fille, il s'invente une héroïne, il s'invente un idéal féminin. Et donc, quand il va se confronter au réel, ça aussi, ça va forcément le perturber. Vous avez commencé, vous, à écrire à l'âge de 6 ans? Vous avez eu zéro problème de avec Parcoursup, quoi. Enfin, qui n'existait peut-être pas, mais non, ça n'existait pas. Qu'est-ce que je choisis?
Ah non, moi, dès l'enfance, j'étais une littéraire pure et dure. Ça s'est vu très très vite avec mon niveau de calcul mental. Voilà, en primaire, j'étais une très bonne élève, mais le calcul mental, c'était infernal. On en connaît d'autres. J'ai pas moi, osé, je dénonce personne. Donc, non, moi, les maths, c'était... Non, clairement, j'étais une littéraire dès le départ. Oui, mais on peut être littéraire sans écrire des histoires à l'âge de 7 ans pour autant. C'est vrai. Mais je crois que j'ai aimé lire tellement tout de suite que j'ai eu envie d'écrire des histoires tout de suite, de raconter. J'aimais tellement lire des histoires que j'ai eu envie d'en raconter moi aussi. Alors évidemment, ce que j'écrivais à 6 ou 7 ans, c'était des choses totalement absurdes, mélange de ce que je lisais, des séries que je regardais à la télévision, donc des mélanges de Fantomette et de La Petite Maison dans la Prairie. Enfin, c'était assez absurde. Mais oui, j'écrivais déjà et j'ai jamais arrêté. Et voilà. Puis, un peu plus grande, j'ai commencé à faire des concours de nouvelles, encouragée par mes professeurs de français, auxquels je suis très reconnaissante. Qui vous ont encouragé, c'est chouette ça. Ouais. Voilà. Merci les profs, vive les profs. On aime bien remercier les enseignants sur School TV. Plaisir d'écrire, plaisir de lire aussi, vous venez de le dire. Il y a des conseils qui peuvent traverser les époques. Avec, ravissement, j'ai vu que vous aviez adoré E = MC2 Mon Amour, de Patrick Covin, alias Claude Klotz d'ailleurs. Ouais. C'est le livre, je crois, qui m'a donné envie de devenir écrivain, vraiment. À ce point-là. Ouais, ça a été une révélation pour moi. Je l'ai lu en 6e, au tout début de la 6e. Je l'ai trouvé dans le CDI. Alors à l'époque, je l'avais choisi pour sa couverture parce qu'il y avait un garçon et une fille qui s'embrassaient. Et je me suis dit, oulala, une histoire d'amour. Et j'ai absolument adoré ce livre qui m'a beaucoup marqué. Et je sais qu'on le trouve encore dans certains CDI. Ouais. Ça m'arrive de faire des rencontres et le professeur documentaliste le sent, on l'a. Et c'est vrai que voilà. Et j'étais très très fan de Patrick Covin. J'allais le voir en salon du livre. J'arrivais toute rouge. Donc j'ai plein de livres dédicacés pour Delphine, encore pour Delphine, toujours pour Delphine. Et mon grand malheur, c'est de jamais l'avoir vu une fois publié adulte pour lui dire, vous avez changé ma vie. Si on est les aveux, la première fois que j'ai 13 ans que j'ai fait dédicacer des bouquins par un auteur, j'étais arrivé, j'avais tout lu. Donc j'étais arrivé avec tous les livres, j'avais pas compris le principe. Oui, et donc je suis arrivé, je lui ai posé, il dit vous offrez à des amis, je dis bah non, c'est pour moi. Et donc il était obligé de se... Voilà. Mais il m'a trouvé sympathique. Je crois. Et je me permets d'ailleurs de Patrick Covin, mais sous son autre nom, Claude Klotz, il avait aidé Joseph Geoffroy à écrire Un sac de billes, qui est aussi un très beau roman pour les enfants. Vous avez aussi cette passion pour les affaires criminelles, pour les histoires d'horreur. Oui, oui. Je suis là pour le coup, je suis comme Ali, je suis une très grande consommatrice d'émissions criminelles, de podcasts, de Faites entrer l'accusé. J'aime beaucoup, mais un peu comme elle. Qu'est-ce qui vous attire là-dedans? La noirceur de l'âme humaine Ouais, je pense que aussi beaucoup d'auteurs vous diront que c'est quand même une mine d'or, les faits divers. Et puis, parce que ça interroge la nature humaine. Donc forcément, c'est intéressant. Quand on fait du roman psychologique, comme c'est mon cas, c'est toujours intéressant de voir jusqu'où les gens sont capables d'aller, pourquoi, quels sont les ressorts. Oui, parfois la réalité a encore plus d'imagination que la fiction. Oui. Donc ça aide les auteurs. Je reviens à ce qui m'attend dans le noir. On a parlé des amours adolescentes. Il y a aussi une projection de ce qu'est l'amour idéal. Et un point j'ai trouvé émouvant et important du bouquin, c'est l'image du couple parental pour Ali. Oui, voilà. Là, pour le coup, c'est elle qui fait une cristallisation autour de ses parents. Qui sont le couple parfait. Voilà, elle a l'impression que ses parents, c'est un conte de fées, que leur amour est absolu. Et de fait... Imaginer qu'il puisse y avoir une faille là-dedans, c'est... Oui, pour elle, c'est un crève-cœur. C'est ça. Ouais, c'est un crève-cœur. Et puis, elle s'est construite aussi tellement avec cette image de couple parental idéal qu'elle arrive finalement pas à entrer dans les relations amoureuses parce que se dit, moi, tout ce que je pourrais vivre, ce sera jamais aussi parfait que le couple de mes parents. Delphine, vous l'avez dit, vous allez beaucoup dans les CDI, vous rencontrez beaucoup de jeunes lecteurs. Le truc qui vous fait plaisir ? C'est quand on me dit Madame, je croyais que j'aimais pas lire et puis en fait j'ai adoré votre livre donc depuis je lis. Je crois que c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire. Ça c'est quasiment un mot de la fin. On se retrouve après le cours particulier. Vous restez avec nous si vous voulez bien. On va parler d'un grand pédagogue du tournant des 19e et 20e siècles. Merci beaucoup Emma. Merci. Bon concert. Merci. Je vous raconterai évidemment. Marie-Olivier, cours particulier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Aujourd'hui, dans le cours particulier, vous nous emmenez rencontrer John Dewey, grand philosophe. On est fin 19e, début 20e aux États-Unis. Exactement, Dewey, c'est un grand philosophe de cette époque, un des chercheurs les plus influents aussi de son époque aux États-Unis. Il est particulièrement connu pour sa théorie sur la démocratie. C'est lui qui disait non, la démocratie comme mode de vie, c'est ça ? Magnifique, absolument. Selon Dewey, c'est l'idée la plus noble. Je le cite, à mes yeux, la démocratie et l'éthique la plus haute de l'humanité sont synonymes. Donc pour Dewey, la démocratie n'est totale que si
il existe une véritable opinion publique que si les citoyens sont à même d'exercer un esprit critique. On va l'envoyer lire à certaines personnes, John Dewey, pour qu'il révise sur l'écoute des citoyens. Non, je n'ai rien dit. Comment on arrive alors à cette forme la plus aboutie de la démocratie? Bonne question, puisqu'on en arrive à l'éducation. 2 éléments sont fondamentaux à la formation d'une opinion publique selon le philosophe: l'école et la société civile, qui sont très souvent abordés et défendus dans les écrits de Dewey. Dewey, c'était aussi un philosophe, mais également l'un des pères de la psychologie fonctionnelle. Il faut que vous nous précisiez la psychologie fonctionnelle. Oui, alors c'est un courant de la psychologie qui vient de la pensée darwiniste. L'attention, en fait, est portée sur le rôle que jouent les phénomènes psychologiques dans la vie, du point de vue de l'utilité qu'ils ont pour l'individu ou pour l'espèce. Et alors, comment ces travaux, à la fois en psychologie et en philosophie, ont-ils influé sur sa vision de l'éducation? Alors, ça a eu une grande influence, évidemment. John Dewey, c'est un intellectuel de renom, donc il investit beaucoup dans le champ de l'éducation aux États-Unis, en défendant une éducation qui est progressiste pour l'époque. Et il sait de quoi il parle, il a été professeur. Exactement, oui. Il enseigne au lycée en Pennsylvanie, puis 1 an en école primaire dans le Vermont, avant de conclure qu'il n'est pas fait en fait pour enseigner pour ces âges-là. Pourtant, quelques années plus tard, il revient à l'enseignement plus tard. Ouais, avec d'autres tranches d'âge, hein, c'est ça, à l'université. Exactement. Il est professeur à l'université de Chicago. C'est ça. Et il en profite pour fonder en parallèle les écoles laboratoires de l'université de Chicago, où il y teste justement des méthodes pédagogiques. Lesquelles? Alors, il y en a plusieurs qui sont basées sur ses observations et ses idées. La première, c'est la résolution de problèmes pratiques qui doivent aller de pair avec l'approche théorique. Donc, c'est une théorie qui fait son chemin aux États-Unis à l'époque, mais aussi au Danemark, où cette approche est encore aujourd'hui très utilisée. Ouais, c'est quoi, on n'est pas très loin du learning by doing, apprendre en faisant, c'est ça? Oui, exactement. Dewey défend vraiment cette idée et expérimente à l'université de Chicago. Il expérimente aussi le travail en groupe. Donc, pour lui, l'apprentissage fonctionne beaucoup mieux en collectif. Il conteste le système scolaire de l'époque qui interdit aux enfants de coopérer, en les accusant par exemple de copier les uns sur les autres quand ils travaillent ensemble ou de tricher. Donc il explique vraiment, je le cite, l'idée, l'éducation n'est pas une préparation à la vie, elle est la vie elle-même. En fait, à l'école, les enfants développent une vie sociale et pour lui, c'est la base de la démocratie. Et sa grande foi, c'est une foi dans les capacités de l'enfant face à ce modèle éducatif de l'époque, très descendant, très vertical. Voilà, c'est très vertical. À l'époque, les élèves s'assoient et écoutent le maître. Or, selon Dewey, les enfants ne sont pas des êtres passifs, ce ne sont pas des spectateurs. Au contraire, ils sont mus par leur intérêt, leur curiosité, leur aptitude aussi à bouger ou leur envie d'explorer le monde, de s'exprimer et de créer. Et c'est là où il ne faut pas qu'il y ait de malentendus parce que on est à peu près contemporain des mouvements d'éducation nouvelle. Pour autant, ce n'est pas le laisser-faire absolu pour les enfants, loin s'en faut chez Dewey. Vous avez raison, contrairement à des pédagogues du mouvement de l'éducation nouvelle qu'on a déjà rencontrés dans la chronique, Dewey souhaite que le maître reste garant de l'autorité. Donc en fait, les mouvances sans autorité lui font peur, l'inquiètent, et il pense que les enfants ont vraiment besoin d'un référent, d'un modèle auquel s'identifier. C'est le maître mentor, quoi. Le maître mentor, en quelque sorte, c'est vraiment un adulte de confiance qui les inspire et qui les guide sans être trop autoritaire pour autant. Et il a défendu ses principes dans un certain nombre de livres sur l'éducation qui paraissent à la fin du 19e. Oui, il publie ma Pedagogic Creed, donc ma profession de foi pédagogique en 1897, ou encore School and Society 2 ans plus tard, donc l'école et la société. Dans son livre, il met aussi l'accent sur les activités manuelles ou artistiques dans le processus d'apprentissage de la vie. Donc par exemple, il encourage à la formation de chœurs, des chorales dans ses expérimentations. Donc si je résume, Dewey, il prône une approche de l'éducation qui est centrée sur l'enfant, son intérêt, sa curiosité, le tout étant indissociable de sa vie sociale et de l'apprentissage, mais avec une école qui reste institution forte, garante de la démocratie, on en parlait tout à l'heure, c'est ça? Exactement, il insiste sur ce point dans son livre Démocratie et éducation, publié en 1916. Il voit vraiment l'école comme une institution indispensable au bon fonctionnement de la société et à la formation de la démocratie. Selon Dewey, le métier de professeur, d'ailleurs, a une grande importance. Il est donc nécessaire que les enseignants soient formés de manière très professionnelle, la simple vocation ayant ses limites. Oui, absolument. Qu'est-ce qui reste de Dewey aujourd'hui sur le plan éducatif? Aux États-Unis, on le cite beaucoup, ça je sais. On le cite beaucoup. Ces théories sur l'éducation ont vraiment influencé de nombreux professeurs aux États-Unis et il est assez influent aussi dans d'autres systèmes scolaires, comme au Danemark, justement. Merci beaucoup, Marie. Vous connaissiez Dewey? Du tout. Du tout. Mais ça doit être très intéressant. Ouais, c'est une pensée tout à fait originale et très présente. Marie, merci mille fois. Merci. Vous avez été à l'école quoi, normale, vous, ou avec des pédagogies un peu spéciales? Non, je ne suis pas allée jusqu'à normale, moi. Non, vous étiez à l'école, je veux dire, traditionnelle, quoi. À l'école traditionnelle, non, j'étais pas, non, pas dans des... Non, c'était très classique. Bon, comme Ali, en fait. Comme Ali. Ok, si vous avez envie d'en savoir plus sur Delphine, vous lisez
Ce qui m'attend dans le noir, où vous avez Delphine sous les traits de Ali, une ado extrêmement émouvante. J'ai essayé, je ne sais pas si on a réussi, c'est compliqué de vous faire parler, de vous faire parler, vous c'est facile de vous faire parler, mais de parler de vos livres sans spoiler quand même. C'est très compliqué. Voilà. Très compliqué. Je suis une spécialiste pour créer des histoires qu'on a beaucoup de mal à pitcher sans raconter trop de choses. Sans tout spoiler, quoi. Alors voilà. Donc maintenant, vous êtes obligé de me croire sur parole. Maintenant que je me suis entraîné, la prochaine fois, ce sera Stephen King. Je suis mûr pour ça. Donc voilà, vous me faites confiance, il y a du suspense, c'est drôlement bien, c'est pour les ados à partir de 12 ans et évidemment sans limite d'âge supérieure. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, merci. Merci à toute l'équipe, au maquillage Laure Audemont, en régie, non mais alors, Marine Plantec, assistée par Dylan, best stagiaire ever, Colère, c'est son surnom. Je me suis brouillé avec les autres stagiaires, c'est pas grave. Au son, Maxence Mougin, Raphaël Morel à la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez, nous, en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.